Bonjour, bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Aujourd'hui, notre webinaire traite des nouvelles destinations d'expatriation fiscale privilégiées par les Français. Et j'ai choisi de vous parler de trois destinations, à savoir la Polynésie française, le Costa Rica et Malte. Vous allez voir qu'on est sur trois destinations avec des typologies, des problématiques fiscales différentes. Je rappelle, et on le voit nous en pratique, que on ne part pas s'expatrier à 500 km de la France ou à 15 000 km uniquement pour des raisons fiscales. Ça n'existe pas. Ce n'est qu'un rêve de politique ou de journaliste. Je peux vous dire, ce n'est pas l'élément principal. On va vivre dans un pays parce qu'on a envie d'y vivre et on va essayer de trouver un équilibre fiscal qui est de moins en moins compliqué à trouver puisqu'on a une pression fiscale absolue en France. Mais a priori, tout le monde n'en a pas conscience parce qu'on pense encore à augmenter les impôts. Donc, on le voit, nous, avec une volonté des gens de plus en plus nombreux à dire, je veux aller voir ailleurs, avoir une autre vie. Donc, je vais commencer par la Polynésie française. Et pourquoi je vous parle de la Polynésie française en premier? Parce que c'est une destination par définition atypique. La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer. Donc, c'est un régime particulier. Ce n'est pas la fiscalité française qui va s'appliquer, mais ce n'est pas non plus un pays étranger. Donc, on n'a pas de convention fiscale entre la France et la Polynésie française. Donc, on va avoir quelques sujets, quelques difficultés pour appliquer les règles concernant les impôts, parce que on n'est ni en France ni à l'étranger. On est quelque chose d'intermédiaire. Donc le premier élément à regarder, et on le fera au regard des trois destinations, c'est la condition de résidence. La condition de résidence, elle va tenir à deux éléments. Premier élément, il faut vivre durablement sur le territoire polynésien. Donc, a priori parce que si pour des raisons d'activité professionnelle on bouge, c'est un peu moins possible. A priori, c'est surtout au moins 180 jours, donc en Polynésie. Mais comme vous n'êtes pas en France et que la France n'a pas signé avec la Polynésie une convention fiscale, ça signifie que dans vos liens avec la France, il ne faudra pas remplir les conditions de résidence fiscale qui sont déterminées en droit interne français à l'article 4B du Code général des impôts. Et donc, pour pouvoir être considéré comme résident fiscal polynésien, il ne faut pas remplir les trois conditions, à savoir un lieu de séjour principal en France. Ça veut dire qu'il ne faut plus avoir de foyer d'habitation permanent en France. Deuxièmement, et c'est souvent ça le plus compliqué, ne pas exercer une activité professionnelle en France ou avoir des intérêts économiques. Ça veut dire limiter les mandats sociaux, que vos revenus ne soient pas principalement de source française. Et après, on a notre question de durée de séjour en France. Donc, on le voit, la Polynésie, on va le voir, est très intéressante fiscalement, mais pour quitter la France, il y a des conditions plutôt strictes. Vous souhaiteriez partir en Italie, en Espagne ou au Portugal, on n'aurait pas des conditions si strictes parce qu'on a des conventions fiscales. Et que dans les conventions fiscales, on va regarder, premier élément, le foyer d'habitation, puis à défaut, si on a un foyer d'habitation dans les deux pays, le centre des intérêts économiques. Là, on a un cumul de conditions à ne pas respecter. Ni foyer d'habitation, ni durée de séjour, ni activité professionnelle ou centre des intérêts économiques. Donc, c'est plutôt compliqué, mais c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant parce que en Polynésie, on n'a pas d'imposition sur les revenus mondiaux. Donc, la France ne pourra pas imposer ses revenus
des revenus en Polynésie par rapport à la Polynésie, elle va garder une imposition uniquement sur ses revenus de source française. Typiquement, vous gardez des biens que vous donnez en location en France, vous avez par exemple des salaires de source française, ils continueront à être imposés en France. Et alors pourquoi la Polynésie est extrêmement recherchée? Euh, Parce que on n'a pas d'impôt sur le revenu. C'est un système extrêmement particulier, alors que les fiscalistes appelleraient aussi souvent archaïque, hein, parce que vous vous rendez compte que ce qui est surtout taxé, c'est l'importation de denrées, de biens, où on peut avoir des taxes de 40%. Mais il n'y a pas d'impôt société, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, sauf une sorte de prélèvement à la source qui varie entre 2 et 3%. On a une TVA à 16%, pas d'imposition sur le patrimoine, des droits de succession quasi nuls et une imposition sur les dividendes de source française uniquement taxée en France à 12,8. Donc, vous prenez la carte postale de la Polynésie, vous rajoutez de la fiscalité, vous comprenez pourquoi ça attire beaucoup de Français. Néanmoins, il faut faire attention parce que, comme on n'a pas de convention fiscale, il faut être très, très précautionneux. Donc, on a commencé par la Polynésie, qui est une émanation de la France, hein, qui est la France, mais avec un régime particulier. On va passer maintenant au Costa Rica. Le Costa Rica, lui, a une autre spécificité, c'est que pour le coup, c'est pas du tout la France, mais que la France n'a pas signé avec le Costa Rica une convention fiscale contre la double imposition. Donc, on va avoir un sujet particulier qui est celui des dispositions de l'article 4B, comme on l'a vu pour la Polynésie française. Même condition. On ne peut pas avoir de foyer d'habitation en France, d'activité professionnelle, de durée de séjour principale. Et là aussi, on va avoir un régime très particulier en termes d'imposition. C'est que quand vous êtes au Costa Rica, vous allez voir qu'il y a un impôt. Il y a des impôts qui sont même des fois un peu élevés, mais vous n'êtes imposé que sur les revenus de source costaricaine. Donc, si vous êtes un Français et que vous avez placé votre argent en Suisse, au Luxembourg ou dans un autre État où les finances sont plutôt protégées, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas d'imposition sur vos placements financiers. Vous n'aurez d'imposition que sur vos revenus de source costaricaine, mais qui sont plutôt rares quand on est expatrié. Donc, on a un impôt progressif qui va au maximum jusqu'à 25%. Je vous rappelle qu'en France, on a officiellement 45%, mais si on rajoute toutes les surtaxes, on va bientôt dépasser les 50%. Il y a une contribution de solidarité territoriale qui est une sorte d'impôt sur le salaire. On a tous ces éléments-là. On a un impôt sur les sociétés à 30%, qui va jusqu'à 30% en fonction du chiffre d'affaires qui est réalisé. Une TVA à 13%, pas d'imposition sur le patrimoine ou sur les successions. Néanmoins, l'absence de convention fiscale pose une vraie problématique. Pourquoi? Parce qu'on va donc avoir une double imposition. Et on le voit sur la dernière ligne de la présentation, sur les dividendes de source française. Comment ça fonctionne? Une société française distribue des dividendes à un résident fiscal étranger. La France va faire une retenue normalement de 12,8%. 12,8% parce que le droit interne aujourd'hui est à 12,8 et souvent le taux maximal prévu par la Convention est de 15%. Et puis, vous avez normalement une imposition dans l'état de destination. Une imposition sous déduction de l'impôt que vous avez déjà payé. Donc, généralement, si dans le pays de destination, vous avez 15% et que vous avez déjà payé en France 12,8, il vous reste uniquement les 2,2% à payer.
Sauf que vous n'avez pas de convention fiscale entre le Costa Rica et la France. Donc, vous allez bien payer les 12,8 en France et vous allez repayer l'impôt de base sur les dividendes qui est de 15% au Costa Rica. Donc, il faut faire très attention à ces éléments-là. Le vrai sujet sur les personnes qui partent au Costa Rica, c'est de regarder quelle est leur structure patrimoniale, leur placement, leurs revenus de source française ou autres, pour voir quels sont les sujets de double imposition. Donc, le Costa Rica a un régime fiscal plutôt avantageux, notamment parce qu'on n'impose que sur les revenus de source costaricaine, mais, mais, attention, le fait qu'il n'y ait pas de convention fiscale va poser un problème. Il y a un gros problème parce que vous voyez que dans mon exemple, alors qu'on devrait avoir une imposition classique de 15%, on se retrouve à 15 plus 12,8. C'est-à-dire pas loin du taux que l'on retrouve aujourd'hui en France. Donc voilà sur le Costa Rica, on peut aimer la nature, on aime aussi la fiscalité et donc on fait attention à ce qu'on fait lorsqu'on va au Costa Rica. Dernière destination envisagée aujourd'hui, c'est Malte. Malte a un avantage, c'est une destination européenne. Donc, on va avoir un certain nombre d'avantages. Premièrement, si vous êtes dans le cadre de l'exit tax, vous aurez un mécanisme très simple. Je vous rappelle que l'exit tax concerne les personnes qui détiennent des participations dans des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, soit au moins 800 000 euros, soit au moins 50% d'une société soumise à l'IS. Et donc, on a un mécanisme à deux vitesses. Au sein de l'Europe, on fait juste une déclaration et on a un sursis automatique. Si vous partez, par exemple, au Costa Rica, alors il n'y a pas d'exit tax vers, euh, vers la Polynésie, mais si vous partez vers le Costa Rica, vous devrez constituer des garanties, ce que vous ne faites pas en Europe. Donc c'est plutôt souple, Malte à ce niveau-là. Puis le deuxième élément, c'est que euh, votre résidence principale, si vous êtes propriétaire et vous vous dites, je vais la vendre et donc je la quitte la veille, le jour de mon départ, vous bénéficierez de l'abattement résidence principale de la même manière que si vous étiez résident fiscal français. C'est-à-dire que vous allez avoir grosso modo un maximum d'un an et demi pour pouvoir la vendre et bénéficier de l'abattement. Donc Malte est plutôt facile sur ça. Mais Malte est aussi facile par rapport à la Polynésie française et au Costa Rica parce que l'on a une convention fiscale. Et c'est intéressant, c'est pour ça que je vous disais au début de ce webinaire, on voit un peu les mécanismes de la fiscalité mondiale au travers de ces trois exemples. Là, on a une convention fiscale et qui reprend les critères des conventions type OCDE. Quels sont les critères? Foyer d'habitation permanent. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est regarder si à Malte, vous avez un foyer d'habitation permanent. Alors, par définition, si vous y allez, c'est que vous allez au moins prendre un contrat de location, être hébergé par quelqu'un ou acheter un bien. Donc, c'est une évidence côté maltais. Côté français, si vous gardez votre résidence, votre foyer d'habitation permanent que vous avez, ça veut dire que vous remplissez la condition des deux côtés, et donc on va passer au deuxième critère, les liens personnels et économiques, et donc ce qu'on appelle le centre des intérêts vitaux, le centre des intérêts économiques. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous comptez gérer votre boîte à distance, ce qui est un grand classique, hein, il faut absolument pas arriver au deuxième critère. Donc ça veut dire que si vous êtes chef d'entreprise, il faut que la notion du foyer d'habitation permanent en France n'existe plus. Soit vous allez confier le foyer d'habitation à un de vos enfants par le biais d'un contrat de commodat, soit vous allez le louer, louer le foyer, soit le vendre. Mais il ne faudra pas le conserver. Parce que si vous le conservez, donc vous remplissez
côté français, côté maltais, la condition du foyer d'habitation permanent, on va aller voir le deuxième critère. Et le deuxième critère, si vous êtes chef d'entreprise, il n'est pas réaliste de penser que vous puissiez le remplir. Maintenant, si au niveau du deuxième critère, il se trouve que vous n'avez plus d'entreprise et vous avez uniquement des placements patrimoniaux, il vous suffit de déplacer ces placements de France vers le Luxembourg, vers la Suisse ou vers d'autres horizons pour que le centre des intérêts économiques ne soit plus en France et que vous puissiez conserver un foyer d'habitation en France. Là, on est sur une logique vraiment très conventionnelle de la notion de résidence fiscale. Ce qu'on préfère parce que c'est plus léger et puis surtout parce qu'on va avoir un mécanisme de suppression de la double imposition. Donc Malte est intéressant par sa situation, par le système conventionnel et puis surtout, on va voir, par sa fiscalité. C'est là où c'est intéressant. On a un impôt sur le revenu qui est progressif jusqu'à 35%. Bon, vous me direz, en France, c'est 45, 35, c'est peut-être pas super génial. Et effectivement, c'est parce que les personnes vont venir chercher lorsqu'ils vont s'installer à Malte. Il est important de comprendre que on est sur un système, ce que nous on appelle en fiscalité non-dom. Ça veut dire que vous n'êtes imposable à Malte que sur les revenus étrangers que vous rapatriez à Malte. Ça veut dire donc que vous avez une exonération sur les revenus mondiaux non transférés. Et maintenant, si vous transférez des revenus, notamment professionnels, on va voir que c'est Malte, c'est la règle du 15%. C'est-à-dire, vous allez avoir une imposition sur des revenus techniques à Malte à 15%, sur des revenus rapatriés à 15%, euh, sur une imposition forfaitaire à 15%, sur les retraités à 15%. Donc, c'est un mécanisme extrêmement intéressant, Malte. Parce qu'en plus, on rentre dans le mécanisme conventionnel. Donc, quand on vous explique que sur les dividendes, vous avez 15%, et vous allez vous rappeler de ce que je viens de vous expliquer concernant le Costa Rica, en France, vous allez payer 12,8, et à Malte, ils vont vous demander uniquement le différentiel entre les deux. On a un système aussi d'impôt société à 5% grâce à un mécanisme de remboursement des dividendes, et puis on n'a pas d'imposition sur le patrimoine. Donc, Malte fait partie des destinations. Alors, on a tout type de clientèle à Malte, hein. On a des dirigeants d'entreprise, on a ce qu'on appelle des investisseurs, mais on a aussi des sportifs, parce que le régime est particulièrement intéressant pour eux. Donc, Malte fait partie des destinations euh, qui sont à regarder de près. Alors, si vous aimez y aller et si vous connaissez, bien évidemment. Donc voilà, je vous rappelle que ce matin, on parlait de trois destinations. Polynésie française qu'il faut retenir, absence de convention fiscale, donc faire très attention comment on organise son départ. Mais une fois que vous êtes là-bas et que vous avez organisé vos flux financiers, vous avez une quasi-absence de fiscalité. Alors, avec un niveau de vie quand même plutôt cher, puisque tout ce qui est importé coûte très très cher euh, en Polynésie française. Le Costa Rica, bah, ce n'est pas la France, mais on n'a pas de convention fiscale. Donc, on va voir que normalement, on va pas avoir une grosse imposition, mais il faut faire attention au mécanisme de double imposition, que ce soit sur des revenus du patrimoine mobilier ou immobilier, notamment de sources françaises. Et puis, troisième destination, Malte, destination plus facile à organiser parce que on n'a pas l'obligation de cumuler les trois conditions de l'article 4B du Code général des impôts pour être considéré comme résident fiscal maltais. Il suffit soit de ne pas avoir de foyer d'habitation permanent ou de ne pas avoir le centre de ses intérêts économiques en France.
et on a une fiscalité plutôt légère, puisqu'on va voir qu'on est à 15%. Alors attention, 15%, ça peut être aussi un peu mensonger. Il faut savoir l'appliquer et faire des calculs. En France, on a des tranches d'imposition. Donc, on est à 45%, on peut être à 45%, mais tout dépend du montant qu'on a en termes de revenus. Être à 15% si on a peu de revenus à Malte n'a pas d'intérêt fiscal. Donc, il faut savoir lire et faire les calculs également sur ces mécanismes-là.